Bonjour à tous. Dans la continuité de ce que nous avons vu la dernière fois, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la ville émergente. En effet, nous avions constaté que la ville ne peut pas fonctionner telle qu'elle fonctionne actuellement. L'étalement urbain n'est pas viable. La compacité, par contre, si elle est intéressante, pose également des problèmes. Donc on est obligé de trouver une alternative pour aller vers une ville durable. Or, sans parler véritablement de durabilité, on a plusieurs schémas, plusieurs villes, types de villes qui émergent progressivement, ce qu'on appelle des villes émergentes, de nouveaux formats, de nouvelles formes de villes qui se dessinent à l'horizon. Tout en sachant que c'est un processus qui est particulièrement délicat. On va vers une nouvelle ville, mais à quel prix? C'est assez difficile finalement de faire abstraction du caractère historique entre évolution naturelle et innovation. Les villes ont souvent une histoire, sont basées sur un schéma assez particulier, qui évolue naturellement avec le temps. Et vouloir innover par rapport à cette évolution traditionnelle, naturelle, ça peut paraître assez difficile dans certaines situations. Ajoutez à cela la persistance du passé. Le modèle valorisé autrefois reste encore omniprésent. On a de la peine à réinventer la ville. On s'appuie encore très souvent sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on maîtrise. Et c'est pour ça que des fois, ça peut prendre du temps, ça peut être assez difficile de mettre en mouvement une véritable évolution. Enfin, la question de la ville et de la périphérie. Comment l'un et l'autre s'articulent? Doit-on parler de complémentarité, de dépendance, de juxtaposition? Est-ce que ville et périphérie fonctionnent ensemble? Est-ce que l'une et l'autre sont dépendantes? La périphérie, par exemple, dépendante de la ville? Ou est-ce que l'une et l'autre existent parallèlement sans forcément avoir de contact? Des éléments, des questions qu'il s'agit de se poser et qui vont donner naissance à toute une série de villes assez différentes en fonction de la réflexion qu'on a menée. La première de ces villes, c'est ce qu'on appelle la ville mobile. La ville mobile, c'est une ville qui privilégie l'accroissement des distances et qui entraîne très logiquement l'augmentation de l'usage de l'automobile. Donc, on a des diminutions de temps de parcours puisque l'automobile permet de parcourir ces grands espaces sans avoir de freins, notamment liés au transport public, à la dépendance de ces transports publics, de leurs horaires ou de leur fréquentation. Un budget constant pour la mobilité puisqu'on sait quelle est la distance à parcourir, on sait ce que ça nous coûte et ça évolue généralement assez peu. Et un élargissement des espaces de vie et de marché, forcément, comme la ville s'étend, vous pouvez aller de plus en plus loin, vous pouvez vous déplacer de plus en plus facilement pour rejoindre des centres culturels, des centres économiques, des centres artistiques ou tout simplement des centres commerciaux. Vous le voyez ici, on parle bien évidemment de Suisse, c'est la distance journalière moyenne parcourue par personne sur le territoire national, hommes, femmes et au total. Vous voyez que c'est des distances qui sont quand même relativement importantes en termes de kilomètres. En moyenne, 36 km par jour et par personne, ça fait un trajet aller-retour de 18 km. C'est pas énorme, bien évidemment, à l'échelle de la Suisse, qui est un territoire restreint, mais c'est quand même quelque chose qui interpelle, puisqu'il y a une certaine mobilité. On ne travaille pas là où on vit. On ne vit pas là où on travaille. On a une certaine forme de pendularité. Et les motifs de déplacement, vous les voyez ici, on a bien évidemment le travail et la formation qui entrent en compte, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des achats ou des activités professionnelles, voyages de service, etc., ce sont surtout les loisirs qui nous amènent à nous déplacer. On a rarement des infrastructures de loisirs juste à côté de chez nous. On se déplace pour profiter. Et vous le voyez ici, selon les transports et les lieux d'habitation, vous avez différentes grandes villes d'ailleurs qui sont représentées, vous voyez quels sont les transports privilégiés. Si les transports publics sont relativement bien représentés dans certaines villes, à l'image de Zurich ou de Berne par exemple, c'est partout le transport individuel motorisé qui reste majoritaire. Le vélo ou le transport à pied est bien présent, mais dans des proportions qui sont encore extrêmement faibles par rapport à la voiture. Ce qui n'est pas sans conséquence, vous le voyez ici, vous avez les parts des actifs n'utilisant que des véhicules individuels, et puis de l'autre côté, la part des actifs n'utilisant que les tramways, autobus urbains et trolleybus. Donc vous voyez que ceux qui n'utilisent que des véhicules individuels, c'est l'immense majorité de la population, principalement qui vient de l'extérieur de la ville pour se rendre en ville. Tout simplement parce que ces espaces sont moins bien connectés, les réseaux publics sont moins développés, sont moins réguliers, donc ça paraît difficile de vivre à la campagne et de venir travailler en ville sans utiliser sa voiture. Par contre, la situation s'inverse quelque peu à partir du moment où vous vivez en ville, l'utilisation des transports publics devient une alternative intéressante. Vous le voyez, le rouge est encore assez faible, ce qui montre finalement que même en ville, même en vivant en ville, l'utilisation des transports publics reste souvent assez anecdotique, mais dès que vous vous éloignez de cette ville, c'est absolument impossible. Donc l'idée de ville mobile,
c'est l'exemple de Los Angeles, avec ses grands axes routiers qui s'entremêlent, des autoroutes à 5 ou 6 voies, des branchements qui s'effectuent un peu partout. Le but de Los Angeles, le but de Dubaï également, c'est de circuler. À Dubaï, vous n'avez pas de trottoir clairement établi, vous n'avez pas d'accès piétonniers qui ont été forcément faits ou d'accès pour les vélos. On est sur une ville qui fonctionne au niveau de l'automobile. Et ça se voit très bien dans certaines situations. Vous avez ici Disney World en Floride. Ces grands parkings qui sont là pour accueillir la population. On ne privilégie pas les transports publics. On est sur l'idée d'une mobilité via la voiture, via l'automobile, qui est extrêmement prononcée. Donc ce modèle de ville, c'est un modèle qui existe, qui se développe dans certaines régions, autour de l'automobile, autour du pétrole. On se rend bien compte que c'est une utilisation qui est limitée, puisque le pétrole lui-même est appelé dans une certaine mesure à disparaître. Mais c'est un mode de vie assez particulier, justement, on privilégie l'étalement et la mobilité de la population. Autre alternative, c'est la ville-territoire. L'idée de ville-territoire, c'est une idée de continuité du bâti. On a l'absence de séparation entre la ville et la campagne. Tout ce qui est fait de manière continue. On a l'agrégation de plusieurs espaces urbains, de plusieurs villes parfois. On crée un grand ensemble urbanisé, avec l'absence de limites définissables. En gros, la ville correspond au territoire. Et c'est difficile de définir où s'arrête et où commence la ville. C'est ce qui se passe par exemple entre Genève et Lausanne, mais aussi entre Marseille et en Provence, ou dans la région de Toulon. La ville-territoire, c'est ce qu'on voit très bien, notamment au niveau du delta de la rivière des Perles. Vous le voyez sur cette image. Entre Shenzhen, Dongguan, Guangzhou, etc. Ces grandes villes, avec Hong Kong et Macao de l'autre côté, qui sont, à l'image de Guangzhou justement, extrêmement connectées les uns aux autres. On est sur des tas de villes différentes, mais qui sont très bien reliées. Guangzhou donc pour la première, Dongguan pour la deuxième, vous le voyez ici. Shenzhen pour la troisième, qui apparaît ici, qui a été, nous en reparlerons quand on parlera un petit peu de ville et d'économie, une ville bâtie très rapidement justement pour des questions économiques, pour des questions aussi de disponibilité de la main-d'œuvre, et qui aujourd'hui jouit d'un statut un petit peu particulier en Chine, notamment pour des questions économiques, justement des questions de taxes douanières par exemple. Hong Kong également, vous le voyez ici, très urbanisé, très dense, et enfin Macao, qui apparaît ici. Donc la ville de ce type-là, la ville-territoire, c'est cette espèce de continuité. Et c'est assez bien représenté justement par Macao et Hong Kong qui ont un statut particulier, puisque la ville, c'est le territoire, c'est la ville. Il y a finalement assez peu d'autres choses autour de ça. Hong Kong, c'est la ville. Il n'y a pas de campagne. Ou finalement, à moins de s'éloigner véritablement de Hong Kong. Mais on est dans des espaces qui correspondent à un territoire donné et qui vont être très bien connectés les uns aux autres. Donc c'est une autre façon de concevoir la ville. La ville mobile, c'est l'idée de mobilité de la population. Ici, on est sur des espaces qui sont des territoires à part entière, donc qui sont presque autonomes. Autre alternative, la ville nature, nouvelle ville émergente. L'idée, c'est d'amener de plus en plus la nature en ville, notamment avec l'agriculture urbaine ou périurbaine. L'installation de couronnes vertes, ce que nous reverrons, mais l'idée c'est de définir des grands espaces verts à l'intérieur même de la ville. La réintroduction d'espèces dans les espaces urbains, ça se fait aussi en termes animaux, mais en termes végétal également. Ce que vous voyez par exemple ici au niveau des toits qu'on exploite de plus en plus pour proposer une agriculture urbaine. Ce que l'on voit ici aussi en termes de couronnes vertes, ces grands espaces qui délimitent certains quartiers, qui sont là pour privilégier un certain mode de vie, une certaine qualité de vie. Ce que l'on voit aussi avec ces murs végétalisés qui apparaissent de plus en plus pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions de bien-être. La nature en ville, c'est toujours quelque chose qui fait du bien. C'est encore une fois une alternative. Toutes ne sont pas totalement séparées. On peut avoir une ville mobile qui fasse aussi place à la nature, bien évidemment. Mais c'est de vous montrer ces nouveaux schémas, ces nouvelles conceptions de ville qui émergent. Ville compacte, ville étalée, c'est un peu les deux grands modèles qu'on a pu voir ensemble. Mais au-delà de ça, la ville peut s'organiser autour de différents éléments. Autour de la nature, pour la ville nature, autour de la voiture, pour la ville mobile, autour d'un territoire délimité, pour la ville territoire, mais aussi autour de différents centres, pour la ville polycentrique, avec l'affaiblissement de la centralité historique,
l'importance de l'urbanité qui entraîne l'émergence de nouvelles centralités. En d'autres termes, ici, le centre-ville, le centre historique perd son importance. Ce qui compte, c'est l'ambiance urbaine, c'est le fait d'être en ville, c'est la mixité, c'est le partage, c'est cet aspect un peu particulier justement de la vie en ville. Et forcément, à partir de là, c'est plus forcément le centre historique qui prévaut, mais c'est l'apparition de toute une série de nouvelles centralités. Puisque la centralité, c'est un lieu qui favorise le brassage social, le mouvement. C'est un lieu qui jouit d'un pouvoir d'attraction et de diffusion sociale, un lieu extrêmement intéressant parce que c'est là que les gens vont se rencontrer. Et c'est pas forcément dans le centre historique qui peut paraître parfois assez élitiste, habité par des populations souvent un peu plus aisées, à partir du moment où c'est rénové, ou plus pauvres si ça ne l'est pas. L'idée de ces nouvelles centralités, c'est d'avoir des lieux de rencontre pour permettre aux gens d'être un peu plus en communication. Autour de centres commerciaux, par exemple, mais aussi autour de mégaplex cinématographiques. Pour ceux qui connaîtraient Bernaqua, vous avez à Bernaqua quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez des cinémas, bien évidemment, mais vous avez un centre aquatique, vous avez des magasins. Tout ça forme un ensemble qui permet aux gens de se retrouver, de passer du temps. C'est une espèce de ville en dehors de la ville, c'est une nouvelle centralité qui permet les rencontres. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, justement, à l'échelle de notre monde. Vous avez tout ce qui est technopole, bien évidemment, dont on avait déjà parlé, tout ce qui est parc de loisirs également, les centres artistiques, culturels, qui permettent aussi de réunir, de rassembler les gens, les ensembles sportifs. Tout ça permet l'émergence de nouvelles centralités qui vont attirer du monde et favoriser le brassage. C'est aussi une façon assez intéressante de concevoir la ville. Et encore une fois, c'est pas incompatible avec d'autres formes. On peut avoir une ville nature qui privilégie aussi des dimensions polycentriques. Donc c'est juste une nouvelle façon de concevoir la ville qui se met progressivement en place, qui jusque-là était souvent assez absente, puisqu'on l'avait vu dans ces grands schémas, notamment autour de la ville européenne, on est encore sur ce grand modèle de centre historique autour duquel tout s'organise. Mais de plus en plus, on voit même dans ces villes européennes des espaces verts qui se multiplient, des façades vertes qui apparaissent. On voit aussi de nouvelles centralités, on l'avait évoqué avec l'aéroport Charles de Gaulle, qui est aujourd'hui une aéroville à part entière, donc un espace dans lequel on peut envisager de vivre pendant quelques temps, quelques heures en tout cas. Donc on a une redéfinition de la ville existante vers de nouveaux schémas, de nouveaux projets. Et c'était justement cet exemple que je vous ai donné avec l'aéroville Roissy-Charles de Gaulle, que vous voyez ici, et qui présente des boutiques nombreuses, mais aussi un cinéma, ou des cinémas pour être exact, des restaurants, etc. Donc tout ça, c'est intéressant parce que ça permet une nouvelle façon de vivre la ville. Enfin, dernière option, la ville à temps continu. On va progressivement vers ce qu'on pourrait appeler un chrono-urbanisme. Ce qu'on constate, c'est que le temps de travail a tendance à évoluer, souvent à se fragmenter, les horaires sont de plus en plus flexibles. Il est parfois difficile pour certains de faire ses achats, par exemple, selon les horaires habituels des magasins, tout simplement parce qu'on travaille à peu près sur les mêmes horaires, donc ça amène la société à évoluer. C'est aussi quelque chose qui se développe avec le travail à domicile, puisqu'on vit à domicile, on ne vit plus la ville de la même manière. Internet, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, NTIC, participent aussi à cet essor. On vit la ville différemment, on la fréquente différemment. Donc on va vers un chrono-urbanisme. L'idée, c'est de répondre aux besoins de chacun en tout temps. On va étendre les horaires d'ouverture des magasins, par exemple. C'est dans ce sens-là d'avoir une ville qui soit flexible, qui soit adaptable en fonction des besoins de chacun. C'est ce que l'image représente, au-delà du Rubik's Cube. C'est vraiment cette idée de façonner, de modeler la vie et la ville, de manière générale, en fonction des besoins de la population. C'est ce qu'on observe déjà un petit peu chez nous avec l'ouverture prolongée des magasins à certaines heures du soir, pendant la semaine, ou parfois certains dimanches. L'idée, c'est de s'adapter aux besoins de la population. Ce qu'on voit très bien, par exemple, à New York. À New York, vous pouvez sortir dans la rue à peu près n'importe quand et vous êtes à peu près certain, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, de trouver quelque chose à manger, de trouver une épicerie qui est ouverte, de trouver un endroit où faire quelques courses ou rencontrer du monde. C'est ce que l'on trouve également à Tokyo, mais également de plus en plus à Stockholm également, qui veut aller vers ce chrono-urbanisme. Donc on est sur une redéfinition de la ville, et encore une fois pas incompatible avec les autres schémas qu'on a pu voir précédemment, mais avec cette idée de réorganiser la ville, réorganiser la vie urbaine de manière un petit peu différente. Et forcément, ça introduit une nouvelle clé de lecture.
La ville ne peut plus être appréhendée de la même manière qu'autrefois. On met davantage l'accent, par exemple, sur l'urbanité, sur cette ambiance urbaine particulière, mais aussi sur l'accessibilité. L'idée de pouvoir se rendre en ville, de pouvoir accéder à différents endroits, différents lieux, à différents marchés, par exemple, commerces, à toute heure du jour et de la nuit. Ça remet en question aussi le rôle de centralité, l'idée de centralité. La ville, c'est plus forcément le centre à part entière. Ça peut être un centre parmi tant d'autres. Mais on peut avoir aussi, à l'intérieur de la ville, plusieurs centralités différentes. Et ça évoque la question de la mixité, puisque justement, ça invite les gens à fréquenter la ville différemment, à se rencontrer, à se brasser d'une certaine manière. Voilà ce que nous pouvions dire de la ville émergente. Donc, de nouveaux schémas, de nouvelles formes qui évoluent, qui existent, qui parfois coexistent, et qui sont intéressantes parce qu'elles redéfinissent un peu la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions si vous en avez, et je vous souhaite une excellente semaine.